Ravi d'être avec vous ce matin avec cette première information qui fait beaucoup parler à la une du Figaro. Jamais la France n'a attiré autant d'étrangers alors que les illégaux ne repartent quasiment pas. L'État est-il devenu impuissant? J'ai l'impression qu'on dit, on redit à chaque fois les mêmes choses. Gabriel Cluzel, je vous donne la parole, mais d'abord je présente nos invités. François Pirard, fondateur de l'Observatoire Hexagone, et puis Rayed Chaibi, ravi de vous revoir. Vous n'avez pas vu depuis longtemps, président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. D'abord, Gabriel Cluzel, on a l'impression que c'est encore la même chose. Et je rappelle quand même, voilà, je plante bien le décor, que lorsqu'on voit comment le Sénat, que l'on pense être plutôt à droite, a voté contre l'expulsion automatique des étrangers reconnus coupables de rodéo urbain sous drogue ou alcool ou de violation de domicile, on peut se poser des questions. Oui, nous sommes désarmés, tant par la loi que psychologiquement, parce qu'il faut voir pourquoi le Sénat a refusé de voter ceci. Il y a une espèce de, comment dire, de pudeur, de charité mal comprise qui fait qu'aujourd'hui, on est incapable d'avoir une forte parole en matière migratoire, alors même que les Français le réclament. Et tout parti confondu, je dirais, à part une petite frange de LFI, sur la question migratoire, il y a presque un consensus. C'est-à-dire que les Français disent trop, c'est trop. Hein, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait consensus dans les sondages, mais évidemment pas dans la classe politique. Et c'est vrai que jamais les Français n'ont été consultés sur ce sujet. Jamais. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont finalement aggravé la question migratoire, mais jamais on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. À chaque fois, l'idée même d'un référendum a été repoussée, et on continue à foncer. Alors c'est vrai qu'on peut accuser l'Europe aussi, hein, avec son fameux pacte sur les migrations et l'asile, hein, pacte européen. Mais en réalité, l'Europe a bon dos. La France pourrait commencer par agir. Vous avez cité cet exemple du Sénat, mais il y en a moult autres. D'ailleurs, on voit que l'Italie, elle, agit, hein, parce que je ne sais pas si vous avez lu, puisque vous avez lu le Figaro, vous avez dû lire la tribune de Didier Leschi qui explique que, contrairement à ce qu'on a raconté, Giorgia Meloni a maîtrisé l'immigration, hein, parce qu'on s'appuie sur cet exemple en disant vous voyez bien, même l'Italie qui voulait faire quelque chose n'a rien fait. Ce n'est pas le cas. Et comment dirais-je, il y a des lois sur lesquelles on pourrait revenir. Je pense à l'AME. Je vais vous donner un exemple simple. L'aide médicale d'État. Voilà, et j'en terminerai là, mais c'est le serpent de mer. On nous dit à chaque fois, ah non, il faut, quand je vous parlais de charité mal comprise, on nous dit on ne peut pas supprimer l'AME, vous vous rendez compte, on ne va pas laisser mourir les gens dans la rue, et puis d'ailleurs ça propagerait des épidémies. C'est faux et archi faux, parce qu'il existe en France une AME d'urgence qui ne porte pas ce nom-là, qui s'appelle une dotation urgente pour soins vitaux, et qui est offerte aux hôpitaux, parce qu'évidemment, et Dieu merci, c'est l'honneur de la France, on ne laisse pas de fait les gens mourir sur le trottoir. Et pourquoi l'AME ne fonctionne pas dans ces cas-là? Parce que pour avoir l'AME, il faut l'instruction d'un dossier qui dure 4 mois. Vous pensez bien que les gens ont le temps de mourir 1000 fois et les épidémies de se propager. Donc on voit bien que cette histoire de l'AME, qui est une vache sacrée, on ne veut pas revenir dessus, alors que nous avons les dispositifs en France pour aider les gens qui en ont besoin, sans continuer avec cette aide médicale d'État qui est un appel d'air. Parce que pourquoi avons-nous plus d'immigrés chez nous que dans bien des pays européens? Pourquoi notre politique migratoire est un échec? Parce que nous sommes les mieux-disants sur le plan social. Et une fois qu'ils sont rentrés en Europe, eh bien, toute cette population immigrée se dit il faut venir en France. Gabriel Cluzel, inarrêtable ce matin. Mais un peu trop bavarde, pardon. Non, mais je dis inarrêtable, mais en même temps, Gabriel, moi j'ai le dossier, j'ai le Figaro entre les mains, et le Figaro consacre, voilà, ça une double page entière. Il y a tant de choses à dire. Je vous donne la parole, François Pirard, mais lorsqu'on voit aussi l'aspect, on compte, je cite le Figaro, on compte en France 7,5 millions d'électeurs potentiels issus de l'immigration.
l'immigration et de voir comment la France insoumise assume désormais, je lis toujours le Figaro, la France insoumise assume désormais de s'adresser à ce qu'elle appelle la nouvelle France. Cette expression renvoie à plusieurs transformations sociales, mais la trame de fond essentielle reste celle des changements démographiques produits par les flux migratoires. Donc on voit dans ce dossier du Figaro ce matin, François Peyrat, je m'adresse à vous, qu'il y a non seulement voilà, ces chiffres exponentiels sur l'immigration, et puis cette traduction à travers les urnes, et on l'a vu dans les municipales, ça a marché. Comment dirais-je, comment les électeurs de LFI ont expliqué comment ils sont allés chercher ces électeurs qui ne votaient pas avant, issus de l'immigration, pour les faire voter au municipal, et ça a fonctionné. Donc, est-ce que, justement, ce n'est pas, comment dirais-je, une peut-être conséquence voulue? Alors, il y a beaucoup de questions en une, mais oui, François Peyrat, directeur de l'Hexagone. Effectivement, il y a une augmentation de l'immigration et que le vote des immigrés a certaines particularités. Il penche particulièrement à gauche et particulièrement en faveur de Jean-Luc Mélenchon. On le voit, et c'est indépendamment de la catégorie socio-professionnelle. Dans l'enquête électorale qu'on avait faite l'année dernière avec l'Observatoire Hexagone et l'IFOP, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait environ 60% des électeurs issus de l'immigration qui souhaitaient donc voter pour Jean-Luc Mélenchon, oui. Qu'il soit CSP+, ou CSP-. Et donc, ce n'est pas une question tellement de lutte des classes, c'est plus social. Une fracture liée à l'immigration. Quand je disais 60%, je préfère juste préciser, je ne me souvenais plus si c'était vraiment les immigrés dans l'ensemble, mais non, il s'agit non pas des immigrés d'ascendance extra-européenne, mais ici du vote musulman, qui est aussi lui-même associé à l'immigration et qui peut attirer certains discours électoralistes pour acquérir cette minorité comme une base électorale solide. François Peyrat, directeur de l'Hexagone dans le studio d'Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous, Rayed Chaibi. Vous êtes président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Quel regard vous portez sur cette explosion des chiffres, sur ce dossier du Figaro? Je rappelle le titre, l'État débordé par la hausse continue de l'immigration. Bon, déjà, avant toute chose, j'ai toujours eu une aversion profonde sur l'instrumentalisation de la France insoumise des électeurs binationaux ou issus de l'immigration. Parce qu'un électeur, il est français. C'est un citoyen français comme un autre. Et donc, renvoyer systématiquement, on va avoir un discours qui renvoie l'électeur à son origine. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Je suis très diplomate déjà en disant. Et à sa couleur de peau. Exactement. Donc je suis pas très à l'aise déjà avec ça. Et encore, je suis très diplomate quand je dis pas à l'aise. Ça, c'est une première chose. Sur le phénomène de la migration et de l'explosion de l'immigration, c'est assez complexe parce que vous avez effectivement ceux qui sont rentrés par la voie irrégulière. Et en Tunisie, je peux vous dire qu'ils en savent quelque chose de ces départs de migrants clandestins. Et puis vous avez celles et ceux qui arrivent par la voie régulière, mais qui ensuite restent au-delà du séjour imparti. Donc, effectivement, c'est un sujet assez complexe. On aura l'occasion d'y revenir et certainement de proposer quelques pistes. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Gabriel, le cas de Giorgia Meloni, qui avait parfaitement, enfin en tout cas, qui avait su prendre le problème à bras-le-corps. Mais Giorgia Meloni a utilisé, avec, je dois dire, beaucoup de subtilité et de malice, la diplomatie. Je ne compte pas les allers-retours de Giorgia Meloni en Algérie, en Tunisie, donc elle a su... Et en Afrique, elle a été voir les chefs d'État africains. Exactement. Rayed Chaibi, j'aime bien ce que vous dites, on va marquer une pause, parce qu'on voit comment il y a la France, mais il n'y a que l'Italie, mais en Royaume-Uni, on ne s'occupe pas trop, effectivement, de limiter l'immigration, ni en Espagne, mais voilà, effectivement, il y a un manque de coordination. L'exemple de manque de coordination. On marque une pause, on revient en direct sur Europe 1 sur ce sujet. La une du Figaro, l'État débordé par la hausse continue de l'immigration, et on aura Eric qui nous appelle de Rhône-Alpes dans un instant. Bonjour Eric, vous nous appelez de Rhône-Alpes. Que pensez-vous effectivement de ce qu'on aborde ce matin? On ne sait plus, Eric, entre vous et moi, puisqu'on est tous les deux tout seuls là, on ne sait plus même par quel bout aborder le dossier. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'AME, l'aide médicale d'État, l'impact sur le modèle social français, l'impact sur l'électorat, le vote, etc. Il y a tellement de conséquences qu'on ne comprend pas que, à la une du Figaro, on voit que l'État soit encore débordé par la hausse continue de l'immigration, cher Eric.
Dites-nous votre regard. Oui, bonjour Christine Kelly, bonjour à tous vos invités. Que je vais faire comme tous les auditeurs, vous remercier pour me donner la parole. Oh, mais vous avez le droit, ça fait plaisir. Merci. Oui. Après, oui, vous avez raison. Alors, il y a beaucoup de questions. Vous avez posé beaucoup de questions dans votre question. Et en fait, moi, je voudrais revenir sur parce que l'article du Figaro, c'est la France façonnée. Alors, le Figaro emploie ce terme façonné. Et encore une fois, moi, je vais dire quelque chose qui est très important, c'est cette contrainte morale. Malheureusement, même les journalistes aujourd'hui sont sous la contrainte morale de cette idéologie de gauche qui a été mise en place et qui n'a jamais été combattue depuis 50 ans. Et il fait que le Figaro, effectivement, un premier point, il emploie le terme façonné parce que c'est un sujet sensible. Et ces gens-là ont une contrainte morale, à la différence de moi, par exemple, qui n'ai pas de contrainte morale, parce que je n'ai pas de poste à défendre, je n'ai pas de position dans le domaine des médias ou auprès de l'Assemblée, en tant que parlementaire ou autre, je n'ai pas de poste à défendre, et donc sans contrainte morale, nous, les gens issus de la population, je vais vous répondre très simplement, effectivement, il fallait remplacer, bien évidemment, puisque c'est un véritable remplacement qui se passe depuis maintenant une vingtaine d'années. Après, pour répondre à toutes vos questions, effectivement, toute cette vague d'immigration vient poser un problème culturel, sécuritaire, dans plein de sujets de société. Malheureusement, ça n'a pas été combattu depuis. Ça a été mis en place par François Mitterrand. Donc, comment voulez-vous que ça soit combattu, puisqu'on a eu depuis 1981 un plan. Je pense que ces gens-là, alors je ne sais pas, peut-être, j'ai pas une boule de cristal, mais ils ont bien compris. Tous ces gens-là, alors bien sûr, vous allez me répondre, tous ces gens-là, c'est un mot populiste, mais moi je l'emploierais, tous ces gens-là, bien évidemment, ont certainement compris que c'était une clientèle électorale beaucoup plus manipulable que les Français. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ma réponse à toutes vos questions. Après, au-delà de tout ça, personne ne prendra le sujet parce que c'est un sujet sensible. Toutes ces personnes politiques, y compris les médias, sont sous cette contrainte morale. Et puis évidemment, rien ne changera. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Rien ne va changer et ça ne va faire qu'empirer. Et je pense que les seuls qui ont raison, bien que je ne partage pas leurs idées, c'est la France insoumise qui ont bien compris, Jean-Luc Mélenchon qui a bien compris, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a été là en 81, il a bien suivi, il était socialiste, c'est un trotskiste, voilà, il a bien compris qu'effectivement le multiculturalisme, ça pourrait marcher éventuellement, comme au Canada, ou voilà. Mais le problème, c'est que ça risque de fonctionner. Et je ne vois pas dans l'offre politique de droite des gens qui pourraient contrecarrer ça. Je ne l'entends pas dans la bouche de Marine Le Pen, ni de Jordan Bardella. Même du Rassemblement national, hein. Je crois que beaucoup de gens font erreur en pensant que le Rassemblement national changera quelque chose. Je ne pense pas qu'ils changeront quelque chose. Je le dis. Moi, je vous le dis simplement. Mon idée est personnelle. Après, j'ai pas la science infuse, j'ai pas une boule de cristal, mais j'ai bien peur que le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir, ça ferait comme en 1981 François Mitterrand, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, on s'apercevrait qu'il n'y a rien qui a changé et que effectivement, pourquoi ? Parce que Marine Le Pen a passé son temps à dédiaboliser le parti. Bon, effectivement, aujourd'hui, dans la bouche de beaucoup de sympathisants ou beaucoup de militants du Rassemblement national, il se distingue, par exemple, d'Éric Zemmour en disant que je ne suis pas du tout. Alors moi, je milite dans aucun parti, je le précise. J'aime bien parce qu'Éric, il est inarrêtable aussi, il est comme Gabriel Cluzel. Ça fait 3 minutes qu'il parle. Mais alors, moi, je suis en train de réfléchir pendant que vous parlez, Éric, et je me dis que j'entends bien votre défaitisme, j'entends bien, effectivement. Ah non, c'est pas défaitiste. Si, vous l'êtes. Si, vous l'êtes. Parce que vous dites qu'il n'y a aucun parti. Parce que vous dites, j'entends bien, parce que vous dites qu'il n'y a pas de parti, vous voyez pas de parti qui peut effectivement sauver la France à ce niveau-là, dans l'offre politique. Mais moi, j'entends aussi dans les. Moi, j'ai pas de parti politique et honnêtement, je suis pas du tout politique d'ailleurs. Mais j'entends qu'il y a dans l'offre politique certains qui, au moins, osent dire que je veux absolument lutter contre l'immigration et d'autres qui n'en parlent pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Christine, quand vous avez une personnalité politique qui vous dit « je vais le faire », mais à aucun moment il va vous dire je vais d'abord modifier la Constitution, je vais d'abord j'entends bien, me détacher effectivement, de qu'il y a l'état tout de droit, ça qui est très compliqué.
Oui, non, mais moi aussi, demain, je peux me présenter et puis promettre mon émerveil. Mais le problème, c'est qu'après, derrière, il y a une constitution, il y a un état de droit, il y a des choses qui sont très précises et vous ne pouvez faire que l'annoncer, mais une fois que vous êtes au pouvoir, vous ne pourrez rien faire. Si vous commencez par annoncer en disant une fois au pouvoir, je vais changer la Constitution. Et après, je laisse la place à Caïs qui nous a appelé de la Manche et puis aux intervenants dans le studio. Mais je pense que les partis politiques, certains partis politiques qu'on a déjà reçus, par exemple Face à l'info, etc., ils sont très conscients que même si, par exemple, la droite nationale arrive au pouvoir aujourd'hui, qu'il faut absolument, comme disait Gabriel Cluzel, faire un référendum, changer la Constitution, parce qu'on a vu comment le moindre projet de loi, texte de loi, proposition de loi est modifié par la Constitution. Et on a très bien vu, je pense qu'ils ont conscience que pour changer les choses, il y a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, il y a beaucoup de points à lever, effectivement. Oui, vous vous rendez compte de tout ça? Mais vous vous rendez compte de ce travail considérable qu'il faut faire? Il faut le dire. Il faut oser le dire, je pense. Oui, mais il faut oser le dire, mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez la démographie qui ne joue pas en cette faveur-là, et cette démographie, elle évolue de jour en jour, voire de mois en mois, très rapidement, et c'est ce qu'a bien compris la France Insoumise. Merci beaucoup, Éric. J'aurais bien parlé encore pendant des heures avec vous. Une autre question, une dernière question, Christine, je voulais simplement vous le dire, parce que c'est très important. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous donnez la parole sur l'antenne d'Europe 1, pourquoi vous n'invitez pas sur vos plateaux des gens comme moi, comme d'autres, qui pourraient venir sans contrainte morale, encore une fois, discuter. Alors, je comprends qu'à l'ARCOM... Discuter où, sur Europe 1 ou bien sûr CNews, j'ai pas compris. Sur CNews, pourquoi on ne serait pas invité dans vos émissions? Oui, c'est compliqué de faire venir tous les téléspectateurs et tous les auditeurs. Non, pas tous, mais de temps en temps, vous devriez inviter. Ah, mais je fais venir régulièrement, vous savez. Alors, après, on terminera parce qu'on peut parler. Non, mais pour débattre sur le plateau. Figurez-vous que si vous prenez la liste de mes invités, je pense qu'un tiers de mes invités ont fait leur toute première télévision de leur vie chez moi. Et ce n'est pas pour rien. Oui, non, mais je veux dire, c'est des gens qui ont des postes précis. Non, pas forcément. J'ai un boulanger l'autre jour, j'ai une pâtissière l'autre jour. Je prends parfois des témoignages, je prends des auditeurs comme vous. Le boulanger, vous l'avez invité parce qu'il était... Je prends aussi des meilleures baguettes de France. J'étais là. Je sens que vous me suivez bien. Moi, ce que je voulais vous dire, prends aussi des lanceurs d'alerte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ah oui, je donne. John de Lorraine, regardez, sa première télé, son unique télé, c'était avec moi. Donc, on donne la parole. Et c'est sur des risques que je prends en plus. Bien sûr, non, mais ce que je vous dis, c'est que simplement d'inviter des gens qui sont dans la population, qui ne font pas de politique, qui ne sont pas des gens comme moi, comme d'autres, qui pourraient venir sur le plateau débattre avec vos chroniqueurs, vos invités, parce que nous, effectivement, on n'a pas de contrainte morale. Et ça, c'est très important. Alors, on est obligé de marquer bien sûr les règles de l'ARCOM. Merci quand même de m'avoir écouté. Mais c'est un plaisir de discuter. J'aurais bien discuté avec vous toute la matinée. Merci, mon cher Eric, d'avoir appelé à Desrenave. On aura Caïs qui nous appelle de la Manche. Et puis, on aura, dans un instant, on discutera toujours de ces sujets de la France débordée par l'immigration avec Raed Chaibi, président de l'association pour la promotion entre la France et la Tunisie, et François Pirard de l'Hexagone.